Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier comment définir des fonctions en langage Python. Alors, on va commencer en fait cette vidéo d'abord par se poser la question de comment peut-on faire pour extraire la racine carrée d'un nombre comme par exemple 1389. Alors, aujourd'hui, ça nous paraît relativement simple, il nous suffit juste de prendre une calculatrice, de demander la racine carrée de 1389 ou d'un autre nombre. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et il y a quelques années, eh bien en fait, on apprenait cela pour obtenir son certificat d'études, on apprenait à extraire à la main la racine carrée de n'importe quel nombre. Et on peut voir ici un exemple donc d'extraction de la racine carrée de 1389, avec en dessous la méthode complète, ça on va dire l'algorithme pour pouvoir l'extraire. Eh bien, il faut savoir que en Python, c'est aussi relativement simple. Je vais importer donc l'instruction sqrt donc du module math, et j'aurai juste à faire sqrt de 1389, d'affecter ce résultat dans une variable pour ensuite afficher le résultat. Et bien ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière cette instruction sqrt, eh bien il y a un algorithme qui est certainement un algorithme qui se rapproche de celui que faisaient les élèves entre 11 et 13 ans il y a quelques années à la main. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a associé le nom sqrt à l'algorithme qui se trouve juste à côté. Eh bien, en fait, c'est ça, donc, définir une fonction. Définir une fonction, en fait, c'est donner un nom à un bloc d'instructions. Donc, la structure générale en Python pour définir une instruction, on le retrouve ici. On va avoir le mot-clé d'abord def, puis ensuite, on a le nom de la fonction. On va mettre une liste de paramètres. Tout à l'heure, donc, dans les paramètres, nous n'en avions qu'un seul, qui était 1389, puisqu'on voulait extraire cette racine carrée. Puis ensuite, on va avoir la liste des instructions. Donc ici, ce serait la liste des calculs qui sont effectués par les élèves pour pouvoir obtenir la racine carrée à la main. Eh bien, le bloc d'instruction, l'intérêt en fait de définir une fonction, c'est qu'en fait ce bloc d'instruction là, on va pouvoir l'appeler autant de fois que nécessaire, simplement en appelant la fonction. Comme par exemple, à chaque fois qu'on a besoin de calculer la racine carrée d'un nombre, eh bien on va appeler la fonction sqrt. Et pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement écrire le nom de la fonction avec les paramètres entre parenthèses. On va voir tout ça tout de suite sur un exemple concret. Donc ici je vais aller sur Jupyter, et je vais écrire un programme pour calculer donc la surface d'un triangle rectangle. Et bien ici je vais par exemple définir une variable a qui sera égale à 10, une variable b qui sera égale à 20. Ce sont ici les deux côtés de mon triangle rectangle, et si je veux calculer la surface, et bien je sais que c'est a multiplié par b et le tout divisé par 2. Si ensuite je souhaite afficher mon résultat, eh bien je vais par exemple utiliser l'instruction la print, on a la surface et j'affiche le contenu de la variable surface. Voilà, si j'exécute le code, j'obtiens bien le résultat. Donc la surface ici de mon triangle, elle fait 100 fois l'unité, donc si c'est 100 cm, ce sera 100 cm². Si maintenant je veux recalculer une deuxième fois la surface d'un triangle rectangle, je vais devoir faire un copier-coller, modifier ici mes variables, par exemple ici 20 et 60, pour recalculer. Et donc vous voyez bien que ça peut vite devenir fastidieux si par exemple j'ai un programme qui a besoin de calculer une vingtaine, une trentaine de fois la surface d'un triangle rectangle, il va falloir à chaque fois que j'écrive l'ensemble du programme tel qu'indiqué ici. Eh bien on va voir là donc une façon beaucoup plus simple de faire, ça va être d'utiliser effectivement des fonctions, donc de définir d'abord une fonction. Donc on va définir notre fonction def ici avec on va lui donner un nom, surface triangle. On va mettre rect, et puis on va prendre nos variables a et b. Et bien une fois que j'ai défini ça, vous voyez tout de suite que j'ai plus qu'à prendre en fait simplement le code qui est là, et puis ici je vais le recopier. Et maintenant si je veux calculer la surface d'un triangle rectangle dont les deux côtés font 10 et 20, et bien il me suffit d'appeler la fonction surface triangle rect. Et puis ensuite ici on va donner les éléments, donc 10 et 20. Les paramètres, hop, 10 et 20. Et si je veux le faire une deuxième fois, eh bien vous voyez bien que ici je vais pouvoir alors c'est pas rect mais rect, rappeler donc ma fonction avec d'autres paramètres, 20 et 60.
Et donc lorsque j'exécute, eh bien je vois bien que j'obtiens à chaque fois le même résultat que précédemment, sauf que là vous voyez bien que pour rappeler la fonction c'est beaucoup plus rapide, j'ai juste à mettre le nom de la fonction, et puis ici mes deux variables. Alors bien sûr, ma fonction ici elle n'a que deux lignes, hein, que deux instructions, mais vous vous doutez bien que par exemple pour calculer la racine carrée d'un nombre, c'est pas deux instructions qu'on a, mais beaucoup plus. Voilà donc un intérêt des fonctions, on peut le voir tout de suite, c'est beaucoup plus lisible ici qu'au-dessus. On sait d'abord parce que notre fonction elle s'appelle surface triangle rectangle, donc on voit tout de suite que c'est on va calculer la surface d'un triangle rectangle, et il y a bien moins de lignes de code que de l'autre côté. Un autre avantage, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la maintenabilité. C'est que par exemple ici, si je veux modifier et puis mettre un L majuscule, je vais être obligé de le modifier autant de fois que j'utilise ce calcul. Alors qu'ici, vous voyez bien que je vais le modifier une seule fois. Je vais par exemple en plus rajouter des centimètres carrés. Voilà, et bien si j'exécute, vous voyez, je modifie une fois, et automatiquement, partout où je fais appel à cette fonction-là, et bien la modification a été prise en compte. Donc on a bien toute une série d'avantages, donc ici à utiliser les fonctions. Alors autre point important, on voit bien ici, on a nos deux paramètres, ce sont les valeurs que l'on veut transmettre à la fonction qui vont ensuite être utilisées comme des variables. Hein. Donc ici, j'ai bien A et B. La première fois que j'appelle la fonction A vaut 10, puis B vaut 20. Hein. Et ensuite, la deuxième fois, je vais réutiliser ce même calcul-là, sauf que cette fois-ci, A, il vaudra 20, et B vaudra 60. Alors, comment est-ce qu'on définit et qu'on différencie le bloc d'instruction qui correspond à la fonction de l'ensemble du programme? Eh bien simplement parce que après ici on a deux points, hein, comme on a souvent l'habitude de faire. Ça veut dire qu'on va avoir un bloc d'instruction. Et bien ici l'indentation va encore délimiter le bloc d'instruction qui appartient à la fonction. Une fois qu'on quitte la fonction, que le programme, les instructions n'appartiennent plus à la fonction, et bien en fait on n'a plus l'indentation. Vous voyez bien qu'ici on n'a plus d'indentation. Voilà, un autre point également important, ce que l'on peut, donc ici ça fonctionne, quelque chose que l'on ne peut pas faire, il faut définir la fonction avant de l'utiliser. C'est-à-dire que si ici je définis ma fonction et que je fais un appel juste avant, alors je vais lui donner un autre nom parce que je vais l'appeler surface rectangle 2 par exemple, et que eh bien cette fonction je l'appelle avant même de l'avoir définie, vous comprendrez bien que je vais bien sûr avoir une erreur quand je l'exécute. Il me dit simplement que surface triangle rectangle 2 n'est pas définie. Hein. Par contre, si maintenant je déplace cette partie-là, l'appel de la fonction, et que je le mets après la définition de la fonction, bien là, on va retrouver notre résultat. Donc la position, par contre, est importante. C'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on positionne toujours en début de programme toutes les fonctions pour ensuite pouvoir les utiliser à bon escient quand on en aura besoin. Voilà, donc on va revenir ici sur cette partie-là. Donc voilà, on a ici défini notre fonction. Hein. Donc on retrouve bien sûr nos paramètres ici A et B, l'indentation pour définir les instructions, le bloc d'instructions qui appartient à la fonction. Et bien sûr, c'est plus indenté lorsque l'on quitte la fonction. Hein. Donc c'est la partie ici surface triangle rectangle 10-20, c'est ce qu'on appelle l'appel de la fonction. Et là, il n'est pas indenté. Alors, les paramètres, ce sont des valeurs qu'on fournit à la fonction au moment de l'appel. Les valeurs, elles sont toutes séparées par une virgule, et certaines fonctions peuvent bien sûr ne pas avoir de paramètres. Ça, c'est tout à fait possible. Il suffit, à ce moment-là, on mettra simplement le nom de la fonction avec parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les paramètres ou arguments, donc c'est ce qui va permettre de transmettre des valeurs au bloc d'instruction de la fonction. Et dans la fonction, en fait, ils vont être traités comme des variables. Alors, on va voir ici un nouvel exemple. Donc, je vais ici continuer en dessous. Donc, je vais définir une fonction, par exemple division. Je vais mettre division entre A et B. Voilà, et puis, alors, je vais ici préciser quelque chose pour mettre des commentaires sur plusieurs lignes. Je peux mettre 3 doubles quotes, hein, et à ce moment-là, ici, ça va me permettre de décrire ce que fait ma fonction. Donc, elle calcule A divisé par B, hop, ici, et affiche le résultat. Donc maintenant, on va encore une fois faire un résultat division, par exemple, est égal à A divisé par B, et puis on va une nouvelle fois afficher
le résultat, donc print le résultat de A divisé par B, 2 points, et on affiche, virgule, résultat, on affiche le contenu de notre variable. Bien, donc si ici j'appelle cette fonction, division, je vais lui mettre de valeur, par exemple 1,2, eh bien je vais obtenir un premier résultat, donc le résultat de 1 divisé par 2, ça me fait 0,5. Si je veux rappeler maintenant cette fonction, eh bien de 1 et 4, eh bien j'obtiens 0,25. Alors, ce qui est important de retenir par rapport à ça, c'est l'ordre des paramètres qui est important. Si je mets la première valeur ici, la première valeur que je vais mettre dans mon appel de fonction correspondra à A, et la deuxième valeur ici correspondra à B. Ça, c'est le premier élément qui est important. Un deuxième élément, dans le cas présent ici, on verra qu'on peut faire autrement juste après, mais j'ai deux paramètres pour ma fonction, je suis obligé de définir deux paramètres. Je ne peux pas en mettre un seul, je ne peux pas en mettre trois. Par exemple, je voudrais faire la division de 1 avec 7, et puis je sais pas, et il me passe comme ça l'envie d'écrire un paramètre supplémentaire, même s'il n'est pas utilisé, et bien là je vais avoir un message d'erreur, parce qu'on me dit que, attention, j'ai deux arguments, ou deux paramètres, et j'en ai donné trois. À l'inverse, si j'enlève ici, et que je donne qu'un seul paramètre, j'aurai le même type de message d'erreur, parce que là il me manque la valeur de B. La valeur de B n'a pas été donnée. D'accord? Donc le nombre de paramètres est important. Il faut respecter, en général, quand vous avez deux paramètres, eh bien, on vous conseille effectivement d'en mettre le même nombre. Donc 1, il faut respecter l'ordre. 2, l'ordre des paramètres est important. Voilà, ça c'est la première chose. Et enfin, on va voir ici donc un dernier point. Oui, on va voir un dernier point, c'est la possibilité de définir des valeurs par défaut. Alors avant, ce que je voudrais, c'est revenir. Voilà. Donc ici, j'ai remis le code. Donc on a A et B qui sont nos paramètres. Donc A va prendre donc la première fois la valeur 1, puis la valeur 2, B pour la valeur 2, puis 1 pour la valeur de A et 4 pour la valeur de B. Donc on a vu qu'une fonction peut ne pas avoir de paramètres. Alors ça, je voulais pas montrer. Bon, on va faire quelque chose de simple. On va par exemple ici. Donc là, ça, je vais l'enlever pour corriger l'erreur. Mais une fonction que tout le monde connaît, c'est print. Si je veux juste afficher une ligne sans rien mettre, eh bien, j'ajoute le print entre les deux, et vous voyez bien qu'il y a un espace qui vient se mettre. Donc ça, c'est une fonction, voilà, print, mais qui n'a pas de paramètres. Maintenant, je peux lui mettre un paramètre, par exemple des traits. Et bien là, je définis avec un seul paramètre. Donc une fonction peut ne pas avoir de paramètres, on vient de le voir. L'ordre des paramètres est important. A et B, je vais prendre en fait les valeurs, je vais affecter les valeurs dans l'ordre dans lequel je les aurais mises. Donc A ici va prendre 1, puis B va prendre la valeur 2. Ensuite, pour division 1, 4, ce sera A vaudra 1 et B vaudra 4. Puis ensuite, on va faire les calculs comme si c'était des variables à l'intérieur de la fonction. Il faut normalement le bon nombre de paramètres. Alors on va voir un cas un peu particulier. Il est possible de définir des valeurs par défaut. C'est-à-dire que, par exemple, je peux très bien dire, si je ne définis pas la valeur de B, à ce moment-là, par défaut, B prendra la valeur 2. Eh bien, comment je vais faire? Je vais simplement ici écrire B égale 2. Et à ce moment-là, dans l'appel de fonction, on n'est pas obligé de définir une valeur lorsqu'il y a déjà une valeur par défaut. On va le voir tout de suite. Donc ici, je reprends ma fonction sans mes valeurs par défaut, et je vais préciser que B est égal à 2. Et bien là, si je fais mon calcul, je veux faire 1 divisé par 2, et bien il me suffit, je n'ai pas besoin de définir la valeur de B. Lorsque je vais exécuter le programme, vous voyez automatiquement, il a affecté la valeur 2 à la variable B, et j'obtiens bien mon résultat. Maintenant, ce n'est pas parce que j'ai une valeur par défaut que je peux pas définir une autre valeur pour B. Et donc, si je refais ici division de 1,7, par exemple, ou 4, et que je réeffectue le calcul, eh bien, la première fois, il a remplacé B par la valeur 2, qui était la valeur par défaut. Par contre, là, ici, j'ai défini une valeur, donc il ne prend pas la valeur par défaut, qui est 2, il va prendre la valeur que j'aurais définie ici, qui est 4. On peut faire la même chose avec le premier paramètre, c'est-à-dire que je peux très bien ici dire A égale 1 par défaut. Donc
dans le cas présent, là j'ai la possibilité d'appeler ma fonction à la limite sans même mettre de valeur. Hein, c'est-à-dire que si je fais a égale si je me fais division en parenthèse, je n'ai pas de valeur, mais par défaut il va me prendre pour a la valeur 1 et puis pour b la valeur 2, et donc si j'exécute, j'obtiens bien 1,5. Donc voilà, ça ce sont les valeurs par défaut. Maintenant supposons que je veuille utiliser la valeur par défaut pour a, mais pas pour b. Là je vais être embêté parce que regardez bien, si je mets ici une valeur, une première valeur, par exemple 5, je veux faire 1 divisé par 5, mais qu'est-ce qui va se passer si j'exécute ma fonction? En fait, il aura pris pour a la valeur 5, et puis pour b, il aura pris la valeur par défaut, parce qu'il respecte toujours l'ordre. Donc là, la seule façon, il existe une façon quand même de résoudre ce problème, c'est simplement ici de rappeler le nom ici de la variable. À ce moment-là, si j'écris b égale 5, donc lui, il va pas se baser sur la position, mais il va dire ah, donc je sais qu'à ce moment-là, a, ça serait une valeur par défaut, et qu'il faudra que je prenne pour b la valeur 5. Et là, si j'exécute le programme, eh bien, j'ai bien obtenu un cinquième, c'est-à-dire a valait bien la valeur par défaut qui est 1, et b vaudra ici la valeur 2. Voilà, donc ça c'est valeur par défaut, ça peut des fois être très pratique, hein. Donc c'est également à utiliser de temps en temps. Donc voilà, ici je vous ai mis donc remis l'exemple du programme en mettant bien en gras le b égale 2 veut dire que la valeur par défaut pour b ce sera 2 et qu'à ce moment-là j'ai pas besoin de le définir. Alors, une instruction importante, c'est l'instruction return. L'instruction return, elle va permettre deux choses. Tout d'abord, de quitter immédiatement la fonction. Ça, c'est la première chose qu'elle va faire. Et puis ensuite, c'est de retourner aucune, une ou plusieurs valeurs. C'est important, par exemple, quand on fait le calcul de la division, eh bien, on peut avoir besoin, en fait, de retourner un résultat. Mais on va déjà voir le cas où il faut quitter immédiatement la fonction. Alors ici, je vais retourner sur ma fonction diviser. Donc je vais reprendre celle-ci. Voilà, je vais la recopier en dessous. Quoique je vais plutôt faire du ménage pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, donc ici j'ai ma fonction. Hop. Voilà. Et je vais remettre, par exemple ici, b égale 2. Voilà. Bien. Et bien ici, on va faire aussi... oui, non, je peux le laisser b égale 2. On peut avoir un souci, c'est supposons que j'appelle cette fonction, je vais faire division, et puis je vais mettre 6, et je veux diviser... Je fais une erreur de frappe, et par erreur, ou un calcul obtient ici 0, et je vais faire une division de 6 par 0. Bon, vous savez bien que c'est pas possible, et ça va engendrer une erreur. Division par 0. Bien, en fait, ce que l'on va devoir faire, c'est tester. Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va, dans ces cas-là, tester, et si jamais on n'obtient pas, si b est égal à 0, ce qu'on va demander, c'est simplement de quitter la fonction. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici, en testant if b égale 0. À ce moment-là, eh bien, on va faire simplement un return. Voilà. Là, si je réexécute la fonction, ici, eh bien, je n'obtiens pas de résultat. Rien ne s'affiche, puisque je ne peux pas afficher de résultat. On pourrait même aller plus loin en disant, bon, on va faire un print. On ne peut pas diviser par 0. Donc là, si j'exécute le code, vous voyez, on ne peut pas diviser par 0, et on quitte, tout de suite. Donc ça veut dire que les instructions qui sont juste après, et bien en fait, elles ne sont tout simplement pas exécutées. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. Maintenant, donc on quitte la fonction, voilà, et on retourne rien. Maintenant, supposons qu'on veuille récupérer le résultat dans une variable parce qu'on a besoin de faire des calculs par la suite. Et bien là, on va utiliser la fonction return, mais en précisant juste une chose, c'est on va faire return. Et on va mettre la variable que l'on veut retourner. Donc là, si j'exécute le code, bien sûr, la première fois ici, avec une division par 0, je ne peux pas, mais maintenant, si je fais, par exemple, 6 divisé par, ou on va faire, 6 divisé par 2, bien si j'exécute le programme, alors, rien ne va s'afficher, bien sûr, parce que là, je n'affiche rien. Ah si, j'obtiens directement le résultat. Donc voilà, donc c'est ce que me renvoie la fonction. Il est quand même préférable de mettre, res égale, et on va afficher, on récupère le résultat dans une variable, et ensuite on va afficher donc le résultat.
Voilà, donc le RES contient le résultat de 6 divisé par 2, donc en fait de la fonction. Alors, bien sûr, on peut avoir des fonctions plus complexes que celle-ci. Hein. Donc ça, c'est voilà une première façon. Donc deux choses importantes. La première, c'est je peux faire un return sans valeur, et là tout ce que je vais faire, c'est quitter la fonction, c'est-à-dire je ne calcule rien, j'arrête, j'évite de faire le a divisé par 0 par exemple, comme ici. Ou alors si a est différent de 0, à ce moment-là, je vais faire le calcul et je vais retourner le résultat que je vais pouvoir récupérer dans la variable RES. Donc ça, c'est lorsqu'on veut renvoyer qu'une seule valeur. Maintenant, je peux avoir envie de renvoyer plusieurs résultats. Ça va être le cas si, par exemple, je souhaite récupérer à la fois le reste de la division et le quotient. Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on a le résultat de la division qui se trouve là. On va même faire autrement, on va faire directement le calcul. Vous voyez, ici, on va faire un return. Et puis, qu'est-ce que l'on retourne? Donc, on a deux possibilités. Si b égale 0, on renvoie rien du tout. Sinon, eh bien, ce que l'on va faire, c'est on va retourner donc a divisé par b, puis on va renvoyer le quotient de la division de a par b, et puis on va renvoyer a pour 100b. Donc vous voyez, je peux mettre directement le résultat de mes calculs à l'intérieur d'un return. Donc là, en fait, je vais renvoyer bien trois valeurs, a divisé par b, a divisé par b, et a pour 100b. Et puis là, eh bien, je vais récupérer ça dans trois variables. Donc je vais par exemple appeler le résultat de la division, la première valeur, la deuxième, eh bien c'est quoi? C'est le quotient, et puis la troisième, c'est le reste. Et bien maintenant, je vais pouvoir écrire que par exemple, ici on va mettre division, deux points, et j'appelle le résultat donc de la division, et puis ensuite je vais faire print quotient, et donc je vais afficher le contenu du quotient, et puis maintenant je vais demander pour avoir le reste de la division, et là je vais renvoyer donc la variable reste. Voilà, si je fais ça par exemple pour une variable, on va faire un 7 divisé par 2, et bien là c'est quand j'exécute donc le programme, vous voyez bien que j'obtiens bien ici le contenu de mes trois variables. Donc j'ai bien la variable div qui aura récupéré la première valeur renvoyée, donc le a divisé par b, c'est-à-dire 3,5, que la variable quotient, QOT, eh ben, va récupérer le résultat de a divisé par b, c'est-à-dire 3, et que la variable reste, ici, va récupérer le résultat de a pour 100b. Donc vous voyez maintenant, on peut donc, avec un return, n'envoyer aucun résultat, mais par contre quitter la fonction, ou sinon je peux envoyer une seule valeur et à ce moment-là je vais en mettre qu'une seule, hein. Voilà, et à ce moment-là je renverrai qu'une seule valeur, ou sinon je peux en envoyer autant que je veux en simplement les séparant par une virgule. Voilà, donc on va juste récapituler tout ça. Donc on voit bien ici notre fonction, ici on ne voit rien, on ne renvoie rien, mais par contre surtout on va éviter de faire un calcul inutile. Donc ça c'est très très pratique hein, dans certains cas, quand on veut quitter dès qu'on sait qu'on n'a plus besoin de faire de calcul. Ici on ne renvoie donc qu'une seule valeur, et puis enfin le dernier exemple, et bien là on va renvoyer le résultat de la division, du quotient et du reste. Bien, et bien écoutez, maintenant là ça va être à vous de travailler, donc je vais vous proposer donc de faire un premier exercice. Alors ici là pour le moment la première partie, vous n'avez pas de fonction à écrire, c'est juste d'écrire un script en Python qui va demander un nombre entier, qui va afficher true si le nombre saisi est pair, sinon il affiche false, et je vous rappelle donc un nombre pair si le reste de sa division par 2 est nul. Hein. Voilà, donc eh bien je vous invite à mettre votre ordinateur en pause, de faire l'exercice et je corrige dans quelques minutes. Allez, on va tout de suite corriger, donc ici ça je vais l'enlever. Donc ce qu'on nous demande, c'est donc d'écrire un script Python qui demande un nombre entier et qui affiche vrai si le nombre entier est bien pair. Et bien simplement on va faire nombre égal, on va prendre un float. Non, on va le faire comme input en plusieurs étapes, saisir
un nombre, et ensuite ce nombre, eh bien, on va le transformer en float, nombre égal float de nombre. Voilà, bien maintenant qu'on a fait ça, on va simplement calculer if nombre %2 égale 0, donc si nombre %2 égale 0, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va faire print true. Else, sinon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On affiche false. Voilà, bon, rien de difficile. Hein. Maintenant, quand j'exécute le code, eh bien, je saisis un nombre. Si je saisis la valeur 5, il me renvoie false, c'est-à-dire que mon nombre n'est pas pair. Voilà, si je réexécute ici ce code, saisir un nombre, je vais saisir la valeur 8, je valide, et là, 8 est bien nombre pair, donc il me renvoie la valeur true. Voilà, donc là, on a fait donc la première partie. On voit donc maintenant la deuxième question. Transformer le script précédent en une fonction dont l'entête sera le nom de la fonction, c'est isPair, et l'argument n, ce sera le nombre dont on veut savoir s'il est pair ou non. Et la fonction, elle va renvoyer true si le nombre est pair, sinon elle renvoie false. Allez, vous remettez votre ordinateur en pause, et puis on corrige dans quelques minutes. Bien, on va donc corriger maintenant l'exercice. Donc ici, on a notre script hein, qui se trouve ici, on va le recopier et on va le transformer en une fonction. Eh bien, en fait, pour le transformer, qu'est-ce qu'on va simplement faire? On va ici définir notre fonction def. Alors, isPair, je crois que c'est ça, hein, le nom qu'il faut donner, pair, avec la variable n. Et puis maintenant, eh bien, on va juste reprendre notre code ici. Donc ça, je n'oublie pas de l'indenter puisque c'est ce qui correspond à mon code. Et puis à ma fonction, au code de ma fonction, je remplace bien sûr nombre par n, puisque maintenant je vais devoir utiliser la variable n, hein, le paramètre n qui est là. Donc si n%2 est égal à 0, je vais pas afficher true, mais par contre je vais faire un return. Et je renvoie une valeur qui est la valeur true. Sinon, je vais faire un return de la valeur false. Voilà. Bien. Alors, quelque chose que j'ai précisé tout à l'heure et que je vais donc redire, on conseille toujours de mettre la fonction en fait avant le code. On va tout de suite tester, hein, même si je sais que c'est la question suivante, donc comme ça on évitera de le faire. Mais ici on va demander un nombre, hein, et puis ensuite on va l'envoyer dans notre fonction isPair et on va afficher le résultat. Donc on a plusieurs façons de faire. On va faire par exemple res égale ou pair égale. On appelle la fonction isPair. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre comme valeur de paramètre? Et bien en fait, je vais mettre le contenu de ma variable nombre. Donc ici, voilà. Maintenant, si j'exécute le code, eh bien, alors j'ai une petite erreur. Effectivement, ici, j'ai oublié de mettre les deux points. Donc si je réexécute le code, ici saisir un nombre, je vais saisir 50. Alors, c'est très bien, sauf que, en fait, ici, je n'affiche pas le résultat, donc il faut que je fasse un print de pair. On va réexécuter, je ressaisis de la valeur 50, et là il m'affiche vrai, parce que mon nombre est pair. Si je réexécute, ici, le code, je vais mettre la valeur 25, et bien là il me renvoie fausse, puisque le nombre n'est pas pair. Donc vous voyez bien que ça c'est très pratique, parce que vous voyez encore une fois, j'ai plusieurs lignes de code, je dois faire le if n%2, et ainsi de suite. Et bien là, je vais pouvoir appeler ma fonction isPair. Alors on peut la commenter, hein, par exemple ici, renvoie true si n est pair. Sinon, renvoie false. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est très pratique aussi de mettre des commentaires parce que ça vous permet de savoir tout de suite quand vous lisez votre code ce que fait la fonction. Et après vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Voilà, donc ici on a corrigé, donc on a bien défini la fonction telle qu'elle nous était demandée. Donc je vous rappelle, le paramètre ici devient en fait dans la fonction une variable que je vais pouvoir utiliser. Et quelle sera la valeur de cette variable? Eh bien ce sera en fonction de l'appel de fonction que je vais faire. C'est-à-dire ici, dans le cas présent, c'est en fonction du nombre que je vais saisir. Hein.
Voilà. Donc ici, on a fini cet exercice 1, et maintenant il y a un deuxième exercice à faire, donc écrire une fonction négatif-positif, qui va recevoir en fait ici en paramètre une liste LST, qui va être une liste d'entiers relatifs, c'est-à-dire des entiers qui peuvent être à la fois positifs et négatifs, et qui va vous retourner deux listes. Une liste qui va contenir les entiers positifs, et une autre liste qui va contenir les entiers négatifs. Donc j'ai écrit ici un exemple de comment utiliser cette fonction. On va par exemple, on va donc bien sûr ici récupérer deux valeurs, deux résultats. Le premier avec les valeurs positives, une liste avec les valeurs positives, le deuxième avec les valeurs négatives. Donc j'ai créé ici deux variables, positif et négatif, qui sera égal à quoi? À l'appel de ma fonction avec en paramètre une liste. Et si je fais print du contenu de positif, une fois que j'aurai appelé ma fonction, je vais obtenir que les valeurs positives. Si je fais print de négatif, je vais obtenir une liste avec que des valeurs négatives de la liste que j'aurai saisie en paramètre. Allez, là je vous laisse un petit peu de temps, à vous de développer cette fonction, donc négatif-positif. C'est à vous. Bien, on va passer tout de suite à la correction. Donc tout ça, je vais nettoyer un petit peu. Donc on a dit que notre fonction, elle s'appelait négatif-positif, et elle doit recevoir donc une liste. Donc on va faire def négatif-positif. J'aurais dû faire peut-être positif-négatif, puisque je les renvoie pas dans le même ordre. Peu importe, LST. Deux points, et maintenant j'ai l'indentation, et donc là je vais pouvoir écrire mon code en fonction de mes résultats. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste vide que je vais appeler n, grand N, ou LSTN, qui sera une liste vide. Ensuite, je vais faire une deuxième liste LSTP, qui sera vide, et qui, elle, va contenir donc les valeurs positives. Donc LSTN va contenir les valeurs positives de LST, et LSTP va contenir les valeurs... Je reprends, donc LSTN va contenir les valeurs négatives de la liste LST, et LSTP va contenir les valeurs positives de la liste LST. Bien, maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on va simplement parcourir l'ensemble de la liste avec une boucle for élément in LST. Eh bien, si ELT est supérieur ou égal à 0, eh bien, on va ajouter cette valeur dans lstp.append, la valeur, donc, ELT. Sinon, eh bien, on va ajouter la valeur dans LSTN, qui lui va contenir donc les valeurs négatives. Et bien sûr, une fois que j'ai terminé donc ici ce traitement, j'ai parcouru l'ensemble des éléments, et que j'ai bien séparé dans LSTP les éléments positifs et dans LSTN les éléments négatifs. Il faut que je renvoie le résultat. Ici, ce résultat, il contient plusieurs valeurs, deux choses, LSTP déjà, LSTP, et puis ensuite LSTN. Voilà. Bien, maintenant que j'ai écrit cette partie-là, eh bien, il me reste plus qu'à appeler la fonction. Donc on va dire ici, on va faire un L plutôt, L positif, virgule L négatif, égale, on appelle notre fonction, et on va lui mettre une liste avec les valeurs. Donc on avait 1, moins 2, 5, moins 6, moins 9, et virgule 4. Voilà. Et puis maintenant, il faut que j'affiche le résultat. Donc print L positif, je vais récupérer. Puis maintenant, je voudrais les valeurs négatives. Et L négatif. Donc vous voyez bien ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini donc ici ma fonction def négatif. Donc j'ai commencé par le mot-clé def. Je mets ici négatif. J'ai qu'un seul paramètre LST, qui sera la liste que je vais donner à la fonction. Et puis ensuite, je mets les deux points.
l'indentation pour définir mon bloc d'instruction qui correspond à la fonction. D'abord, je vais créer une liste vide qui va contenir les valeurs négatives, une liste vide qui va contenir les valeurs positives, puis ensuite je parcours ma liste et je teste à chaque fois l'élément récupéré. S'il est positif, je le rajoute dans LSTP, s'il est négatif, je le rajoute dans LSTL. Puis enfin, je refais un retour et je renvoie mes deux listes LSTP, LSTN que je vais récupérer ici dans mes variables LSTL positif et L négatif. Bien, si j'exécute ce code, eh bien vous voyez que j'ai bien récupéré des valeurs 1, moins 2, 5, moins 6, moins 9 et 4. Dans positif, j'ai bien que les valeurs positives et dans négatif, je n'ai que les valeurs négatives. Voilà donc pour cet exercice. Donc on a pu voir quand même pas mal de choses. Comment est-ce qu'on définit une fonction, l'intérêt de la fonction de l'instruction return qui me permet de récupérer un résultat, les paramètres, la position des paramètres, les valeurs par défaut par exemple pour les listes. Donc voilà ici toute une série d'éléments qu'on a pu voir. On va continuer maintenant avec quelque chose d'assez important qui est la notion de variable locale et globale. Alors, une variable locale, c'est une variable qui va être définie à l'intérieur de la fonction. Il faut savoir qu'elle n'est pas accessible depuis l'extérieur. Vous ne pouvez pas y accéder et que également les paramètres que l'on va donner à une fonction sont considérés comme étant des variables locales, donc pas accessibles depuis l'extérieur. À l'opposé, eh bien, on va parler donc des variables globales. C'est toutes les variables qui sont définies dans le programme principal. Alors là, ces variables globales, elles sont accessibles en lecture depuis les fonctions. Elles sont pas modifiables, sauf si on les déclare comme étant globales à l'intérieur donc de la fonction. Alors tout ça, c'est beaucoup de choses. On va voir concrètement à quoi ça correspond. Alors, je reviens ici sur Jupyter, sur Baston, sur le notebook. Alors on va par exemple définir une fonction pour calculer le carré d'un nombre. Bien, si j'écris ici def, donc calc underscore carré, et je mets un paramètre x ici, je vais définir ici une variable PUI qui sera la puissance, qui pourrait être égale à 2, et puis ici je vais faire x est égal à x étoile PUI. D'accord. Et puis je fais un return de ma variable x. Voilà, donc ça ici, qu'est-ce que c'est? Comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien ici, ça c'est ce qu'on appelle une variable locale. D'accord. De la même façon ici, puisque x est un paramètre, eh bien x est une variable locale. Voilà, et on retourne donc cette valeur. Bien, maintenant ici, si je veux calculer, je vais pour la racine le carré par exemple de la valeur 3, je vais pouvoir par exemple dire a égale 3, d'accord, et puis je vais faire print calc carré de a. Bon, jusqu'ici rien d'exceptionnel, j'exécute mon programme, j'obtiens bien mon résultat. Maintenant supposons que je vais faire print la variable x. Donc quand on exécute ici le code, bien le print x, on obtient une erreur. Pourquoi? Parce que, eh bien tout simplement, x, on nous indique qu'il n'est pas défini. Or, il est défini quelque part. Il est bien ici dans la fonction, mais c'est dans la fonction. Et on a dit tout à l'heure que les variables qui sont définies à l'intérieur d'une fonction, eh bien en fait, ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Donc ne sont pas accessibles depuis le programme principal. C'est la raison pour laquelle je peux pas y accéder. On va mieux comprendre pourquoi en utilisant un module qui s'appelle le module tutor, qui va utiliser donc en fait Python tutor. Alors, ici, je vais importer ce module, from tutor, je vais importer l'ensemble des fonctions, et puis ici, je vais lui demander de faire de tutorer en fait l'ensemble du calcul. C'est-à-dire qu'en fait là je vais me lancer un débugger qui va bien me montrer où sont mes variables, comment elles se créent. Alors, voilà, on le calcule. Que fait Python? La première étape, première ligne, il va lire ici la déclaration en fait de la fonction. Eh bien il va pas aller plus loin, il va passer directement en fait, où ça, à la ligne 6. Vous voyez, il n'a pas lu la ligne 2, ni 3, ni 4, il va directement à la ligne 6. Il a juste repéré qu'il y avait une fonction qui s'appelait calc carré. Puis ensuite, eh bien, il va aller ici, il exécute, donc a égale 3,
il a ici exécuté la fonction, et puis ensuite a égale 3 l'instruction, et ensuite il va appeler le print calque carré de a. Et là, il revient, puisqu'il avait mémorisé, il revient ici à notre fonction, et regardez bien, tout de suite, il va créer à part, hein, dans une zone à part, dans une zone mémoire à part, il va créer ce qu'on appelle le contexte de la fonction, et il va créer une variable x à laquelle il va affecter la valeur 3. Il va mettre notre variable PUI également à 2, et puis ici, si je fais x égale x étoile étoile PUI, c'est comme si je faisais 3 au carré. Il va calculer, j'obtiens x égale 9, et il va renvoyer la valeur 9. Donc regardez bien, parce que là c'est important, vous voyez bien ici que la variable elle est définie, mais que quand il va faire le return, ici il va quitter, donc il renvoie la valeur 9, il quitte, et regardez bien, la variable x, elle n'existe plus. En fait, il a créé un environnement juste pour la fonction calque carré, au moment où il l'utilisait. Une fois qu'il a quitté la fonction, eh bien l'ensemble des variables qui étaient définies ont disparu. Et il affiche bien sûr le résultat qu'on obtient là. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien si ici j'avais mis un print x, eh bien vous comprenez bien que il fait la fonction, donc effectivement la variable x elle va exister, mais elle n'est que dans la fonction, que dans l'environnement donc de la fonction, et ensuite j'aurais beau faire mon print x, eh ben je n'obtiendrai rien puisque elle n'est pas définie, elle n'existe plus, elle n'est plus en mémoire. Donc ça explique donc le premier point, une variable locale, elle est définie à l'intérieur d'une fonction et elle n'est pas accessible. Et il en est de même pour les paramètres qui sont également des fonctions. Ça veut dire que quand j'exécute la fonction calque carré, aussi bien la variable PUI que la variable x ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Bien, maintenant on va faire un petit peu autrement. On va, par exemple, volontairement créer ici, rajouter une variable PUI. Ou même x. Ouais, je vais mettre ici une variable x qui sera égale à 10. Et on va réexécuter encore une fois notre code. Et on va voir quelle est la valeur que l'on va récupérer ici pour x. Eh bien, si j'exécute le code, je vais d'abord, on voit bien qu'on récupère. Alors, il faut que je monte un tout petit peu. Bon, parce que c'est que vous avez déjà vu le résultat. Tant pis, on va voir. Donc, on obtient bien, vous voyez, le résultat. Donc, a au carré, donc 3 au carré, ça fait bien 9. Et puis, par contre, x, mais on constate que x n'a pas changé, qu'il vaut 10, en fait. Il vaut la valeur qui était écrite dans la fonction, dans le programme principal, mais pas la valeur qui était là. En fait, il ne l'a pas changé. Regardez bien ici. Voilà, donc j'ai x égale 10. Donc, dans mon environnement, ici, j'ai bien x qui vaut 10. Maintenant, j'appelle ma fonction. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Pour ma fonction, j'ai son propre contexte avec x qui vaut 3, d'accord? Maintenant, je vais faire le calcul avec x qui vaut 3, mais vous voyez ici, dans mon programme principal, x vaut toujours 10. Et donc, lorsque l'on continue, je vais renvoyer x, ça, je renvoie donc le résultat qui est 9. Par contre, le contexte de ma fonction a disparu, et maintenant, donc, quand j'imprime, eh ben, j'imprime la valeur de x, mais la valeur de x, c'est la valeur de x dans le programme principal qui vaut 10. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important qu'il faut bien prendre en compte. Tout ce que vous définissez à l'intérieur d'une fonction n'est pas accessible à l'extérieur, et si vous modifiez une variable locale qui a été définie dans votre fonction, eh bien vous ne touchez en rien aux variables qui sont à l'extérieur. Et heureusement, imaginez, vous écrivez un programme, une fonction, vous la donnez à quelqu'un d'autre, et à l'intérieur de votre fonction, vous avez utilisé des variables avec le même nom que la personne qui veut utiliser votre fonction a utilisé dans son programme principal. Ça deviendrait très compliqué. Néanmoins, on a quand même des solutions pour pouvoir le faire, et on va voir comment est-ce qu'on peut récupérer les valeurs des variables globales. Et bien simplement, regardez ici, je vais faire, par exemple, je vais forcer et je vais mettre PUI égale 3. Et là, je vais plus utiliser la fonction PUI, la variable PUI que j'ai ici. Bien là, par contre, la fonction calque carré, elle peut utiliser ici cette variable PUI que j'ai définie. On va exécuter le programme et vous allez voir que donc je vais bien obtenir 3 au cube, 3 fois 3, 3 fois 3, 9 fois 3, ça va me faire 27. Donc j'exécute ici le programme. Ah, alors j'ai toujours mon erreur parce que je faisais toujours le print x, donc ça je vais l'enlever. Je relance mon programme. Ici, on va regarder, donc j'ai ma fonction, j'ai 1 égale 3, puis PUI, puis qui est égal à 3 également, et j'appelle la fonction.
Bien, la fonction, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va directement sur la ligne x égale x à la puissance PUI, et eh bien ce qu'on obtient, on obtient bien le résultat 27. Donc vous voyez qu'elle a récupéré en fait ici la valeur de la variable globale, qu'elle retourne ensuite, et puis bien sûr, le programme est terminé. Donc vous voyez qu'on peut quand même récupérer la valeur. Hein, donc ça, c'est possible. On a cette possibilité-là quand même, par contre, de récupérer les valeurs des variables globales, c'est-à-dire définies dans le programme principal. Hein, c'est-à-dire ici, je suis dans ce qu'on va appeler le programme principal. Eh bien, le PUI, il peut être récupéré ici. Parce que, attention, la valeur n'a pas été définie. Maintenant, est-ce que je peux modifier la valeur? Normalement, non. On ne peut pas. Je vais vous montrer. Ici, j'enlève. Et donc, j'ai bien ici une variable globale qui s'appelle PUI. Et ici, je vais tenter de modifier cette valeur. Eh bien, si j'exécute le programme, voilà, ici, je vais obtenir d'abord A égale 3. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il m'a recréé une variable, d'accord? PUI. Par contre, je vais continuer. Je renvoie X. Et je renvoie la valeur. Mais ce que je voulais juste vous montrer et que j'ai oublié, c'est de mettre ici, faire par exemple un print PUI, pour bien voir, en fait, est-ce qu'on a modifié la valeur? Eh bien, ici, si j'exécute le programme, regardez bien, j'ai bien mon PUI ici à l'extérieur, hein, donc dans mon programme principal qui vaut 3. Si je continue le programme ici, je vais effectuer la fonction, je vais bien calculer 3 au carré, donc ce qui va me faire 9. Par contre, ici maintenant, je vais afficher la valeur de la variable PUI, bien vous voyez qu'elle est restée à 3. Elle n'a pas été modifiée. C'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité, depuis une fonction, de modifier une variable globale. Sauf à faire quelque chose qui est très très dangereux et que je ne vous conseille pas de faire, c'est de mettre en début de fonction, ici de définir global, PUI. C'est-à-dire que vous déclarez que la variable PUI que vous allez créer, elle sera quant à elle globale. Et donc là maintenant, si j'exécute le code, eh bien, encore une fois, regardez bien, je repère la fonction, je vais définir ma variable A qui sera égale à 3, la variable globale puissance, hein, donc PUI qui est égale à 3, et puis maintenant, je m'en vais dans la fonction. J'ai défini PUI comme étant une variable globale. Eh bien, vous avez vu, il ne l'a pas créé dans mon contexte, mais regardez ce qu'il a fait ici. Quand j'ai fait PUI égale 2, eh bien en fait, il a modifié la variable globale. Et maintenant, je vais renvoyer, donc ça sera toujours 3 au carré, mais par contre, quand j'imprime ici, tout à l'heure, on avait gardé et conservé la valeur de PUI à 3, là maintenant, qu'on a défini le global, eh bien en fait, on a changé la valeur. Alors, juste quelque chose que je tiens à préciser, je vous déconseille, et essayez d'éviter au maximum d'utiliser cette instruction-là pour modifier des valeurs qui sont à l'extérieur de vos fonctions. Parce que là, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle des effets de bord et de ne plus comprendre ce qui se passe dans votre programme, d'avoir énormément de difficultés à le corriger. Voilà, donc, eh bien, écoutez, là, on a bien vu donc les différences, ce qu'était donc une variable locale et une variable globale. Donc une variable globale, elle est définie dans le programme principal et elle est accessible depuis la fonction. Normalement non modifiable, sauf si je précise, je la déclare comme étant globale ici avec ce terme-là, mais ça je vous déconseille de le faire. Par contre, toute variable définie à l'intérieur d'une fonction, par exemple avec une affectation, quand je fais PUI égale 2, j'ai défini la variable PUI, et à ce moment-là, ça devient une variable locale, et elle n'est plus modifiable. Alors ici, j'aurais dû modifier ça et dire que c'était global hein, quand on a le PUI. Voilà, donc ici, eh bien écoutez, on a terminé avec ça, hein, donc voilà, je reviens. Donc ça c'est le cas où on est avec des variables locales, et donc ici on va générer une erreur hein, quand on va faire le print PUI, parce qu'en fait la variable puissance, ici elle a été définie de manière locale. C'est la même chose pour la variable x, puisque c'est un paramètre, donc c'est une variable locale, donc elle n'est pas accessible par le programme principal. Par contre ici, on ne va pas générer d'erreur, mais surtout ce que l'on va voir, c'est que PUI, ben ici on va afficher, on va récupérer la valeur, hein, et on n'aura pas d'erreur puisque la variable aura été définie à l'extérieur, c'est bien une variable globale. Puis enfin, le dernier cas ici, où on voit qu'on peut définir avec le terme global, déclarer une variable comme étant
global, et à ce moment-là, on peut en modifier sa valeur. Hein. Donc là, attention, ça, j'insiste là-dessus. Le global qu'on retrouve ici, global PUI, ça crée des effets de bord et ça rend les programmes difficilement maintenables. Hein. Donc je vous incite à ne jamais utiliser ou utiliser le moins possible cette instruction globale. Nous allons voir maintenant le cas particulier donc des listes et des dictionnaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est il y a quelque chose de particulier et qu'on a déjà vu donc en étudiant ces types construits, c'est qu'en fait l'affectation d'un type construit à une variable, et bien en fait c'est l'affectation à cette variable d'une référence mémoire à l'ensemble des valeurs. Si je fais par exemple ici LST est égal à 1, 2, 3, je vais bien créer une liste qui va pointer sur une liste de valeurs. Et quand je vais faire LST2 égale LST, en fait je vais récupérer également ce même pointeur vers la liste des valeurs. Donc en fait c'est une adresse mémoire où je vais retrouver mes différentes valeurs. Et ça c'est important parce que quand je vais faire LST, je vais vouloir modifier LST, en fait je vais modifier en même temps LST2. Alors, il y a plusieurs choses donc à prendre en compte avec les listes, et c'est la même chose pour les dictionnaires. D'abord c'est que les listes et les dictionnaires, lorsqu'ils sont créés en interne, ils restent locaux. Donc de ce côté-là, il n'y a aucune difficulté, c'est comme ce qu'on a pu voir précédemment. Par contre, les listes et les dictionnaires qui sont passés en paramètres, eh bien sont globaux et ils sont modifiables avec les méthodes spécifiques à chaque type, même sans la déclaration de global. C'est-à-dire que je vais pouvoir modifier, en fait, ici, les listes, simplement, et de manière globale. Et donc ça va être quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Alors, on va tout de suite faire un exemple. On va, par exemple, créer une fonction qui va balayer une liste et me renvoyer une liste avec toutes les valeurs de la liste et en ayant mis à 0 les valeurs négatives. Donc on va l'appeler par exemple def suppression négatif. Tout ce qui est les nombres négatifs d'une liste. Alors on les supprime pas, on les remplace. Donc on va mettre remplace les nombres négatifs. Et puis ici on va mettre donc on va prendre deux variables LST par exemple, et puis ici une variable qui sera une chaîne de caractères A. D'accord, je vais remplacer par par la variable A, qui est pas forcément une chaîne de caractères d'ailleurs. Bien, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais balayer ma liste. Donc ici, on va faire un for i, on va la balayer par index, for i in range len de lst. D'accord, donc je balaye ma liste. Et puis maintenant, je vais faire simplement un test, if lst entre crochets i est inférieur à 0, c'est-à-dire est négatif, et bien à ce moment-là, on va simplement changer la valeur lst i égale a. On va lui mettre la valeur de a. Et puis on va faire un return de cette liste. On va faire return de lst. Bien. Bien, maintenant je vais créer une liste L1 qui va contenir des valeurs négatives et des valeurs positives. 1, moins 4, moins 6, 10, 9, moins 7. Bien, maintenant si je dis que L2 est égal à remplacement donc négatif de L1 et puis je vais remplacer par une valeur on va mettre une chaîne de caractères NG par exemple pour dire négatif. Et bien maintenant si je fais un print de L2, on va voir si on obtient bien le bon résultat, mais on va également faire un print de L1. Voilà, et bien si on exécute ici cette fonction, regardez bien qu'est-ce qui s'est passé. L1 et L2 ont été modifiés en même temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention. On a dit précédemment que lorsque l'on mettait un paramètre, le paramètre était pris comme une variable locale, donc interne, et si je la modifie, eh bien ça ne modifierait pas une variable globale qui se trouve à l'extérieur, sauf si j'ai utilisé le terme global, sauf pour le cas des listes et des dictionnaires. Donc ça veut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir travailler autrement. Ça veut dire par exemple qu'il faudrait éventuellement que je fasse une copie de ma liste. Ça veut dire que je fasse un lst1 égale lst.copy. Voilà. Et à ce moment-là, je vais utiliser le lst1. Et si je fais cette chose-là, lst1 ici, et que je renvoie un lst1, donc j'ai bien créé en fait ici, à partir de lst, j'ai fait une copie, hein, et voilà. Et c'est avec la copie que je vais travailler. Et bien si je réexécute ici mon code, là vous voyez bien que L2
a bien exécuté le traitement, toutes les valeurs négatives de L1 ont été remplacées, et que par contre, on n'a pas touché à L1. Donc ça, c'est... voilà. Donc, je vous invite de façon vraiment... enfin, j'insiste, lorsque vous utilisez des listes, utilisez de manière avec beaucoup d'attention, parce que si jamais vous modifiez la liste, eh bien, vous risquez de la modifier également à l'extérieur. Et donc ça peut poser des problèmes. Donc il vaut mieux faire une copie, et si c'est L1 que vous voulez modifier, eh bien rien ne vous empêche de dire que L1 va être égal au résultat du remplacement négatif. Et à ce moment-là, ici, alors L2, je ne l'aurai plus, bien sûr. Donc ça, je vais mettre en commentaire, mais vous verrez bien que, par contre, là, ici, mon L1, il aura bien été modifié. Donc voilà, ça c'est vraiment important ici sur cette partie-là de bien prendre en compte que bien les listes ici elles sont vous pouvez les modifier alors qu'on n'a même pas défini de paramètres global. On n'a pas dit que notre liste LST elle était globale et qu'on pouvait la modifier. Sans ça, malgré le fait de ne pas l'avoir mis, eh bien on peut le modifier. Alors il existe quand même quelques instructions qui permettent de recréer en fait des listes. C'est par exemple ici, j'aurais pu très bien faire aussi LST égale LST. La concaténation par exemple est un cas qui va recréer en fait une liste en local. Donc ici, lorsque j'exécute ça, si je fais print L1 et L2, alors là ici j'ai une petite erreur. Oui, mon erreur elle est là, c'est qu'en fait ici, donc voilà, je remets LST et puis LST1, et quand j'exécute, voilà, là ici ça fonctionne. Vous voyez, en fait, j'ai simplement le fait de faire une concaténation va en fait créer une nouvelle liste, et cette liste, eh bien en fait, elle ne pointe plus. Alors, on peut le voir aussi, ce qu'on vient de faire là, je vais vous le remontrer d'une façon avec Python Tutor. Donc je vais faire un from tutor import étoile. Et puis je vais lancer le tutor. Voilà, bien, je réexécute le code. Donc là je suis sur ma fonction que je vais exécuter. Donc et je récupère ici la fonction, je crée ma liste L1, vous voyez, il vient vers L1, et puis maintenant je vais faire L2 égale remplace négatif L1 et par neg. Eh bien, si vous voyez bien ici, vous voyez ma liste, elle pointe non pas, enfin, elle n'a pas créé une nouvelle liste, mais pointe vers les mêmes listes, les mêmes valeurs. Et donc c'est la raison pour laquelle quand je vais balayer, eh bien, vous voyez, dès que je vais trouver une valeur négative, je vais aller la changer, et donc je la change pour qui? Également pour L1. Voilà, donc maintenant je vais au bout, voilà, je termine en affichant les deux valeurs. D'accord. Par contre, regardez bien si ici, je fais ici une liste LST égale LST.copy. Mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une copie de ma liste. Et bien ici, je vais plus avoir le souci. Donc je vais bien créer ma liste L1. Mais regardez, maintenant je vais faire LST égale LST.copy. J'ai créé, en fait, j'ai dupliqué ma liste en interne. Alors je vais garder le même nom, j'aurais pu changer. Et puis ici j'ai une deuxième liste, mais là si c'est dans le contexte de ma fonction. Et puis maintenant, là je vais pouvoir travailler et il est clair que je ne touche plus du tout à L1. Voilà. Et maintenant si j'affiche mes résultats, eh bien voilà, j'obtiens bien à la fin de listes différentes. Donc, si on revient ici, donc on a vu que par contre quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que les listes et dictionnaires créés en interne, eux, ils restent locaux. D'accord? C'est le cas d'ailleurs dans le cas présent où en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une liste qui s'appelle LST, qui est une copie de la liste, mais on l'a bien créée ici en interne. Donc c'est bien une variable locale, et donc elle, par contre, cette liste-là, elle reste en interne. Bien, certaines modifications comme la concaténation créent alors une variable locale qui référence une copie des valeurs. Donc il y a bien une copie des valeurs, c'est ce qu'on vient de voir. Donc toujours faire une copie des listes et des dictionnaires qui sont reçus en paramètres avec la méthode copy par exemple pour créer des variables locales et éviter les effets de bord parce que ça c'est très très difficile à débugger.
Bien, il nous reste maintenant ici à faire une série d'exercices. Donc, je vous en ai mis 6. 6 fonctions à définir. Une fonction périmètre cercle. Vous allez retourner le périmètre d'un cercle dont le rayon est R. Alors, je vous rappelle, c'est 2π fois le rayon pour calculer le périmètre d'un cercle. Définir la fonction l'aire d'un disque, la somme de 3 valeurs A, B, C. Il faut que ça me renvoie la valeur de A plus B plus C. Et il est possible d'appeler la fonction avec 2 paramètres ou 3 paramètres. C'est-à-dire que je peux mettre que 2 valeurs. Et il faut que ça fonctionne. Écrire une liste double, une fonction liste double qui va recevoir une liste d'entiers et qui retourne une liste dont les valeurs sont le double de celle de LST sans modifier LST. Ça c'est important. Écrire une fonction min-max, voilà, qui reçoit une liste et qui renvoie la valeur max et la valeur min et la moyenne des valeurs de LST. Puis écrire une fonction écrétage qui reçoit une liste LST et qui supprime de la liste la plus grande et la plus petite des valeurs. Voilà, donc eh bien écoutez, vous mettez la vidéo en pause et puis dans quelques minutes, je vais revenir donc pour corriger ces exercices. À tout de suite et bon courage. Bien, nous allons maintenant donc passer à la correction de l'exercice. Donc j'ai préparé un notebook voilà, avec la définition donc, de chacun des exercices. Donc le premier exercice est définir la fonction périmètre cercle qui retourne le périmètre d'un cercle de rayon R. Bien, bah écoutez, là on va simplement faire def périmètre cercle. On met notre paramètre R. Et puis ici, on a la possibilité, si on désire, de mettre un commentaire, c'est renvoie le périmètre d'un cercle de rayon grand R. Alors, là, on peut définir le type des variables en entrée et en sortie, etc. Mais là, on va juste faire un return 2 multiplié par 3.14. C'est 2π fois le rayon grand R, voilà. Et donc si je veux récupérer le rayon d'un cercle de périmètre de rayon 10 eh bien j'ai juste à appeler ma fonction et c'est 62,800. Alors on pourrait éventuellement faire un round et puis ici faire 1,2, voilà, pour être au centième près, 62,8. Voilà, donc définir l'aire d'un disque qui retourne définir la fonction, excusez-moi, R d'un disque qui retourne l'aire approché au 10 millième près du disque de rayon R. Bien, et ben donc là on va faire pareil, on va donc définir ici notre fonction, donc def, on a le paramètre c'est grand R, donc l'aire d'un disque c'est pi fois le rayon au carré. Donc on va faire un... Et là on demande, alors on va faire par exemple, bon, là on va mettre surface, surf égale pi, donc c'est 3.14, ou on peut aussi importer la librairie math, from math import pi, comme ça on sera encore plus précis, puisqu'on va importer donc la constante pi, donc ce sera pi multiplié par le rayon au carré, r étoile 2, et on le veut au millième, donc c'est avec 3 chiffres après la virgule, donc ce sera un round de cette valeur-là, virgule 3, et puis on fait un return de surf. Voilà, donc si maintenant je veux récupérer l'aire d'un disque de rayon 10 par exemple, voilà, j'ai juste à appeler ma fonction de cette façon-là, et là j'obtiens 314,159. Donc voilà. Ensuite, si on veut maintenant écrire une fonction somme de A, B, C, alors oui, donc qui retourne la somme des trois nombres A, B, C, et il faut pouvoir appeler avec 2 ou 3 paramètres. Ça veut dire que, eh bien, je vais pouvoir définir pour le troisième paramètre une valeur par défaut. Et dans ces cas-là, la valeur par défaut, ce sera 0. Bon, on va déjà définir pour trois variables, donc somme de A, B, C. Donc moi, je vais faire résultat, par exemple, est égal à A plus B plus C, return
résulte. Voilà, ici je vais mettre un T. Hop. Si je veux le résultat, je peux le récupérer dans une variable. Hein, A égale somme de 1, 2 et 3. Je vais faire un print A. Bien ici, donc j'obtiens bien 6, 1 plus 2 plus 3. Par contre, si je fais B est égal à la somme de 1,2, là je vais de ce fait ici déclencher une erreur, hein, puisqu'il me manque l'argument pour la valeur C. Donc pour résoudre ça, eh bien je vais dire simplement que C est égal à 0 par défaut. Donc j'ai une valeur par défaut, et là maintenant, eh bien si je fais, si j'exécute le programme, bon, faut pas que j'oublie de faire un print B, hein, eh bien je viens obtenir la valeur dont j'ai besoin, donc la valeur 3. Alors vous avez vu, hein, ici j'ai mis une autre variable que la variable A qui est là, hein, ça pose pas de souci, hein, puisque ça ici c'est une variable globale, alors que ici on a des variables locales. Hein. Voilà, donc comment faire eh ben dans ces cas-là, on a cette possibilité-là. On pourrait même faire avec un seul paramètre en mettant ici égale 0, hein, et à ce moment-là, bon, ça afficherait juste la valeur de A, hein, si on mettait qu'un seul paramètre. Bien, écrire une fonction liste double LST qui reçoit une liste d'entiers et retourne une liste dont les valeurs sont le double de celle de LST, sans modifier LST. Bien, et bien, donc là, l'élément important c'est surtout celui-là, c'est qu'on ne peut pas modifier. On va déjà regarder pour le faire en s'occupant pas de si on modifie la liste. Donc ça sera liste double de LST. 2 points, donc c'est mon paramètre que je reçois, c'est LST. Et donc maintenant, on va faire for i in range len de LST. Le point, bien maintenant, je vais simplement faire LST crochet i. Donc je vais faire varier i de 0 jusqu'à la longueur de ma liste moins 1 pour avoir tous les indices des éléments de LST, et égal LST entre crochets i, et maintenant je multiplie par 2 et je vais faire un return de LST. Bien. Si j'appelle cette fonction, je vais faire L1 égale je vais mettre ici une liste 1,2,3,9 par exemple. Je vais faire L2 égale liste double de L1. Si je fais print L2, on va voir que ça obtient bien 2, 4, 6 et 18. Et par contre, est-ce que L1 n'est pas modifié? On exécute, bien on constate que L1 a été modifié également. Si on veut pas qu'il soit modifié, bien c'est justement un cas particulier, parce que normalement un paramètre est considéré comme étant une variable locale, sauf dans le cas des listes et des dictionnaires, c'est des types construits. Et bien ici, je vais simplement, faut que je fasse un LST égale LST.copy. Donc je crée une copie en fait de LST. Alors c'est des fois peut-être préférable d'utiliser un autre nom de variable, mais là on va le laisser comme ça. Et bien si j'exécute ce programme, là je vois bien que L1, L2 a changé, par contre L1 lui n'a pas été modifié. Voilà, donc bon, qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça? On peut rajouter bien sûr des commentaires. Bon, ça, cet élément-là, il est quand même important, hein. Surtout ne le négligez pas, parce que ça peut vous éviter bien des soucis. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, écrire une fonction min-max qui reçoit LST, une liste d'entiers, et qui renvoie la valeur max, la valeur min et la valeur moyenne de LST. Alors ça, c'est pour renvoyer plusieurs valeurs, donc on va faire notre min-max, donc def, toujours. Alors, vous remarquez également, hein, je vous rappelle, les fonctions, on les définit toujours tout en haut. Hein, alors, en fait, dans l'ordre de ce qu'il faut définir, quand on définit un programme en Python, on commence d'abord par mettre les librairies, les modules, les importer, puis ensuite on met la liste des fonctions, et enfin on termine par le programme principal. Alors ici, je vais faire un def de min-max de LST. Bien, ça c'est un programme qu'on a déjà vu, donc déjà d'autres fois. Alors ici, on va faire min, on va considérer que min c'est la première valeur de LST 0, que le max, eh ben, c'est également égal à LST 0, et puis ensuite, eh bien, on va juste balayer, et puis on va faire une somme qui sera égale à 0.
On va faire maintenant un for ELT in LST. On balaye maintenant notre liste. Et puis simplement, si le min est supérieur à ELT, à ce moment-là, min est égal à ELT. Ensuite, on va également faire la même chose pour le max. Si le max est inférieur à ELT, eh bien, on va enregistrer. On a ELT, c'est donc le nouveau max, donc on va faire max est égal à ELT. Puis enfin, on va faire somme est égal à somme plus ELT. Bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à renvoyer nos résultats, donc on va faire un return. Je vous rappelle, si on veut envoyer plusieurs valeurs, on met nos valeurs séparées par une virgule, donc on va renvoyer d'abord la valeur max, ce qui est demandé, puis la valeur min, puis la moyenne, et la moyenne c'est la somme divisée par la longueur de la liste. Hein. C'est somme divisé par len de LST. Voilà, alors là ici on va mettre peut-être, on va faire un arrondi, rond, avec deux chiffres après la virgule. Maintenant si je recrée une liste, moi, je vais prendre la liste que j'avais ici tout à l'heure. Hop, L1 égale, puis je vais rajouter des valeurs, virgule moins 2, virgule 8, voilà. Et je vais faire A, virgule B, virgule C égale min max de L1. Alors, j'aurais pu faire avec les fonctions min max, hein. Mais comme de toute façon, il fallait que je balaye pour calculer la moyenne. Donc. Maintenant, on va faire print de A, qui est ma valeur min, alors, max, pardon. On va faire max 2 points, virgule, print valeur min. B, print moyenne, 2 points, C. Voilà, donc si on exécute, eh bien, notre valeur max, c'est bien 9, la valeur min, c'est bien moins 2, et la moyenne, c'est 3,5. Bah voilà, on a terminé notre cinquième exercice. Donc, juste ce qu'il faut retenir, donc, vous voyez ici, je peux, on a fait un calcul classique de min et de max avec une boucle, hein, sans utiliser la fonction min, mais surtout ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est comment est-ce qu'on fait pour renvoyer plusieurs valeurs. Voilà. Alors on peut aussi récupérer les valeurs, ça je ne l'ai pas dit, mais je pouvais, par exemple, pour afficher une min, je vais faire print min 2, min, je vais mettre 2, hein. Donc la deuxième façon de récupérer, c'est de dire je vais récupérer le min max L1, et en fait c'est la deuxième valeur. Donc en fait j'ai juste ça à faire, voilà, c'est toujours ma fonction, et par contre ici je vais mettre l'index 1, puisque c'est la deuxième valeur. Et vous allez voir qu'on va obtenir le même résultat. Vous voyez, j'obtiens aussi moins 2. Donc c'est une autre façon également de récupérer. C'est-à-dire que je peux très bien ici, on va faire autrement, dire que voilà, le résultat est égal du min max, ben, je vais tout mettre dans une variable que je vais appeler résultat. D'accord. Et puis ici, je vais faire résultat. Je vais reprendre mes valeurs. Hop. En fait, c'est résultat ici 0, résultat 1 et résultat 2. Donc c'est une autre façon de récupérer les valeurs. D'accord. Bien, maintenant on nous demande ici, dans le sixième exercice, d'écrire une fonction d'écrétage LST qui restaure une liste LST d'entiers qui supprime de cette liste la plus grande et la plus petite des valeurs. Donc attention, ici on ne précise pas si LST doit être modifié ou pas, c'est qu'a priori il doit être modifié. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut le faire. On sait qu'une liste qui est passée en paramètres, en fait, on va pouvoir la modifier directement depuis une fonction. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va récupérer notre fonction min-max, puisqu'on en a une pour calculer le min et le max donc d'une liste. Donc ici maintenant, je vais définir ma fonction def écrétage de LST. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. 2 points. Et puis on va calculer nos valeurs max, min, virgule, moyenne, égale min max
de LST. Bien, on va être obligé ici, on va pas pouvoir faire un parcours avec par exemple un for i in range de la longueur de la liste pour parcourir tous nos éléments, puisqu'on va supprimer des éléments. Donc en fait, on risque de se trouver, une fois qu'on aura supprimé des éléments, avec une longueur de liste qui sera plus la même, et donc il va modifier. Donc là, on va utiliser plutôt une boucle while, mais avant ça, je vais avoir besoin de connaître le nombre d'éléments dans ma liste. Donc je vais faire n est égal à len de lst. Et je vais mettre un index i qui sera égal à 0, et je vais faire, tant que i est inférieur à n, eh bien je vais procéder faire les tests sur les différentes valeurs. Donc le premier test que je vais faire est-ce que l'élément qui est à l'indice i, qui est à la position i, est égal à ma valeur max. Si c'est le cas, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lst .pop, donc de la valeur qui se trouve à l'index i. Je fais la même chose pour savoir si lst qui se trouve à la position i est égal à la valeur min. Si c'est le cas, à ce moment je vais faire un lst.pop i. Alors c'est un elif ici. Et enfin, le dernier cas, eh bien sinon, ce que je vais faire, c'est dans l'autre cas, eh bien je vais à ce moment-là simplement faire un i est égal à i plus 1. Je vais passer à la valeur suivante. Et puis ensuite, là je suis obligé, parce que dans le cas où j'aurais fait un pop i, donc c'est-à-dire que j'aurais supprimé un élément, eh bien je suis obligé à ce moment-là de recalculer la longueur. Donc soit je fais un n est égal à n-1, mais dans chacun des cas, sinon le plus simple c'est de faire un n est égal à len de lst, soit je vérifie bien sa longueur. Voilà, et bien une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à retourner donc ma liste lst. Bien, si je prends une liste, par exemple la liste suivante, L1, qui peut être égale ici à 1, moins 2, etc. 1, moins 2, 8, 2, 3, 9 et moins 2. Eh bien, je vais lui demander un écrêtage dans une deuxième liste, L2, égale, ou je vais faire plutôt simplement écrêtage, puisque je renvoie rien. Alors, ici je vais faire return, mais en fait non, j'ai pas besoin de faire de return, hein, puisqu'en fait j'ai modifié directement ma liste, donc je vais faire un écrêtage. Ici donc de L1, et si je fais un print L1, et bien là je vais pouvoir constater qu'effectivement, j'ai un petit souci, oui c'est un grand n que j'avais défini, donc voilà. Quand on exécute, eh bien on voit bien qu'on a supprimé en fait les valeurs min et max. J'avais deux valeurs min, moins 2 qui étaient présentes deux fois, et puis la valeur max 9 qui était présente une fois, et il me reste bien que de 1, 8, 2 et 3. Voilà, donc ça c'est une façon de faire. Alors, celle-ci elle est dangereuse parce qu'en fait, bon, elle fonctionne nécessairement, elle va écréter ma liste LST, mais je pourrais aussi avoir envie, dans certains cas, de créer une nouvelle liste. Alors, le plus simple à faire pour pouvoir répondre aux deux cas en même temps, eh bien c'est de créer, on va créer une liste en double. Donc on va faire LST par exemple ici est égal à LST.copy, c'est-à-dire que là je vais créer une liste, la liste LST je vais la recréer mais en interne, hein. Et puis ensuite, eh bien, je vais pouvoir, je vais la renvoyer, je vais faire un return de LST, et là, en fait, j'ai deux possibilités, soit j'écris une liste L2 qui sera égale à l'écrétage de L1, et je vais afficher print ici L1 et print L2, donc dans ces cas-là, eh bien, en fait, L1 ne sera pas modifié et L2 sera modifié, hein. Par contre, je peux faire autre chose, c'est-à-dire je peux faire aussi un L1 qui sera égal à un écrétage de L1. Et dans ces cas-là, eh bien ici, L1 va être modifié. Donc si je refais un print de L1 après avoir fait L1 égale écrétage de L1, eh bien en fait, je vais avoir, alors ici c'est pas print G, je vais bien avoir ici, vous voyez, ma liste L1 qui aura été modifiée. Donc l'intérêt, vous voyez, de faire comme ça, c'est d'abord, je prends moins de risques, hein, je suis sûr que quand je vais utiliser ma fonction, je vais pas modifier
un paramètre que j'aurais passé, enfin en tout cas ma liste ALST, elle ne sera pas modifiée. Par contre, je garde cette possibilité de la modifier simplement en lui réaffectant la nouvelle valeur obtenue. Donc là, c'est vraiment une solution qui est préférable à la solution précédente. Voilà, donc toujours faire très très attention, et moi je vous conseille toujours vivement de faire une copie de liste lorsque vous travaillez avec des fonctions et que vous mettez des listes ou des dictionnaires. Il faut faire des copies de dictionnaires également, c'est la même fonction copie. Voilà. Bien, donc ici on a corrigé l'ensemble des exercices. On va donc maintenant conclure. Alors, ce qu'on peut retenir en tout cas des fonctions, c'est plusieurs choses. D'abord, pour créer une fonction, c'est un bloc d'instruction auquel on a donné un nom, on va utiliser pour définir une fonction le mot-clé def, ensuite on va indiquer le nom de la fonction, puis la liste des paramètres, on va mettre 2 points, et puis on va définir le bloc d'instruction qui correspond à la fonction. L'avantage de cela, c'est que le bloc d'instruction qui est défini dans la fonction, il va pouvoir être utilisé autant de fois que nécessaire dans notre programme, en appelant simplement la fonction, et dans lequel on va définir à ce moment-là les paramètres ou les arguments qui seront les valeurs qui vont être définies. Pour appeler la fonction, on va mettre le nom de la fonction, la liste des paramètres séparés par des virgules. Bien sûr, on a vu que des fonctions peuvent ne pas avoir de paramètres. Enfin, un point important et à bien maîtriser, ce sont les variables globales et locales. Alors les variables globales, il y a toujours un risque d'effet de bord, c'est-à-dire que si on définit la variable comme étant globale, on la déclare globale à l'intérieur de la fonction, le danger c'est qu'on modifie la variable à l'extérieur de la fonction, et là il y a un risque d'effet de bord avec des difficultés bien sûr de maintenance. Les variables locales, c'est toutes les variables qui sont définies à l'intérieur de la fonction ou les paramètres qui sont à ce moment-là considérés comme étant des variables locales à la fonction, sauf quand on est dans le cas des listes et des dictionnaires que l'on passe en paramètres, où là il y a également un risque d'effet de bord qu'on vient de voir. L'instruction return, elle est importante, elle a 2 fonctions, c'est quitter immédiatement la fonction, c'est son premier rôle, et le deuxième c'est surtout de retourner soit aucune valeur, si on n'en précise pas après l'instruction return, une ou plusieurs valeurs. Quand on a plusieurs valeurs, à ce moment-là on va les séparer par une virgule. Alors quels sont les avantages de l'utilisation de fonctions? D'abord c'est la réutilisabilité, c'est-à-dire qu'une fonction vous allez pouvoir la réutiliser également dans d'autres programmes si cela est possible. Le deuxième intérêt c'est bien sûr la maintenabilité, c'est-à-dire que votre code il va être beaucoup plus propre si vous avez une erreur, vous avez juste à la corriger au niveau de la fonction et pas partout où vous avez utilisé le même code dans votre programme. Voilà, et enfin bien sûr la lisibilité du code. Bien voilà, je pense qu'on a fait le tour des fonctions en programmation Python. Donc maintenant, à vous de bien les utiliser. À bientôt, au revoir.